On a trois enjeux qui imposent des conséquences qui ne sont d'ailleurs pas du tout de même nature en fonction des différents enjeux. On a l'enjeu des taux bas, c'est-à-dire qu'on va rester des années durant sur des taux bas. En tout cas, c'est bien le schéma sur lequel nous sommes en train de réimaginer, de réinventer depuis l'été le business model de nos établissements. Dans les taux bas, il y a un problème, c'est qu'on ne sait plus facturer correctement le client, on ne sait plus prendre notre marge comme on avait l'habitude de la prendre les années précédentes. C'est-à-dire qu'entre le taux que l'on sert à nos clients et le taux de coût de traitement de nos opérations, eh bien, nous n'avons plus les moyens de prélever le même volume de commissions que nous étions supposés le faire précédemment. Donc, nous allons avoir un impact fort sur notre coefficient d'exploitation et automatiquement des ajustements à faire, et ça va durer longtemps. Ça, c'est une donnée extrêmement forte sur le plan de la modification importante de notre modèle économique sur les années à venir. Le deuxième sujet, qui est le sujet de la réglementation. Alors, il est violent, il est fort. Depuis 2008, on est matraqué en matière de réglementation. Mais je mettrai un petit bémol sur le schéma parce que finalement, la réglementation, même si jamais elle impose des coûts de formation très élevés que l'on n'a pas connus dans ces domaines-là, mais en réalité, on est en train de franchir un palier. Quand on aura franchi ce palier, quand les systèmes d'information auront beaucoup plus facilement intégré les problématiques de réglementation, notamment dans la relation avec la masse de nos clients, et quand on aura franchi les étapes en matière de formation, alors ce palier sera intéressant et je dirais même qu'il sera sans doute créateur de valeur. On travaillera certainement mieux après qu'avant. Voilà, ça c'est la réglementation. Donc je pense qu'il y a un impact, mais il est violent sur le moment, mais il est plus facile à imaginer. Et en plus de ça, sur la réglementation, l'effet de balancier que l'on connaît aujourd'hui, qui est assez négatif, qui est post-crise 2008, automatiquement, mécaniquement, dans tous les effets de balancier, il va se retrouver soit recentré, soit repositionné de façon plus positive. C'est un peu comme ça qu'on imagine les choses dans nos réflexions. La troisième chose qui mériterait des journées et des journées de débat, c'est tout ce qui est le numérique. Alors, le numérique dans le cadre de notre organisation, dans nos relations avec nos clients, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation, la signature électronique, le sans-papier, d'accord ? En réalité, le vrai digital, la révolution digitale qu'on est en train de vivre, c'est pas celle-là dont je parle, qu'on est en train de faire d'ailleurs plus ou moins rapidement chacun, et qui sera terminée d'ici 12 à 18 mois à peu près dans tous les établissements. La révolution digitale, c'est que les réseaux sociaux sont déjà, pour certains, des vrais canaux complets de relations clients. C'est ce vers quoi nous allons. Le risque avec le digital, et c'est là où le débat doit se positionner, notamment dans notre business model, c'est l'ubérisation. On connaît bien maintenant ce terme, l'ubérisation. L'ubérisation du métier de banquier est un risque énorme pour nous, parce que une application peut, et le fait déjà d'ailleurs, en l'occurrence, peut très bien se positionner entre le client et nous piquer toute la valeur ajoutée. J'aurais pu reprendre quasiment dans les mêmes termes, même si les modalités et les formes sont différentes, les mêmes thèmes que vous avez exposés sur le volet réglementaire. Bien sûr, l'assurance, d'une certaine manière, est en train de rattraper la banque. Et la réglementation, à la fois Solvabilité 2, qui va entrer en vigueur là, au 1er janvier 2016, mais aussi tout ce que la banque connaît déjà depuis longtemps en matière de lutte anti-blanchiment, en matière de CNIL, etc., de devoirs de conseil, etc. Évidemment, la réglementation a été extrêmement inflationniste ces dernières années, avec, vous les avez souligné, des aspects positifs. Ça oblige à structurer la gouvernance, à structurer un certain nombre de process, avec également des aspects négatif. Il est clair que Solvabilité 2 va contraindre une concentration dans le secteur de l'assurance parce que les plus petites compagnies ou mutuelles d'assurance ne pourront pas répondre durablement aux exigences de Solvabilité 2 et donc il y aura nécessairement des mouvements de consolidation dans le secteur de l'assurance du fait de cette réglementation. Et puis un autre aspect négatif que l'on ne pointe pas toujours, mais qui pour moi est relativement important, c'est qu'à force de réglementer notamment la relation client,
le devoir de conseil, la lutte anti-blanchiment, les exigences liées à la CNIL, on finit par complètement banaliser cette relation client et complètement l'uniformiser. Et des entreprises, et je pense évidemment en particulier à la mienne, sont obligées de normaliser cette relation parce que les exigences réglementaires pèsent très fort concrètement au quotidien dans la relation entre le conseiller et le sociétaire au guichet ou au téléphone. Donc il y a une forme de banalisation du marché à cause de cette réglementation. Pour les taux d'intérêt, l'impact est un peu moins fort sur l'assurance que sur l'activité bancaire, mais il est quand même significatif. Évidemment sur l'assurance vie, ça veut dire que durablement, la rémunération de l'assurance vie va considérablement baisser dans les années à venir. Ça impacte aussi, c'est plus technique et c'est moins connu, ça impacte aussi l'assurance dommage lorsqu'il y a notamment un corporel grave, quelqu'un qui est grièvement blessé. L'assureur, au fond, a le choix soit de verser un capital relativement significatif, soit de verser une rente à vie à la victime de ce sinistre. Le problème, c'est que pour calculer la somme que l'on doit provisionner immédiatement pour verser sur une durée relativement longue la rente en question, il y a des taux d'actualisation qui dépendent précisément, la réglementation est très précise en la matière des taux d'intérêt en vigueur. Lorsque les taux d'intérêt sont très bas, cette actualisation coûte très cher. Ça veut dire qu'on est obligé de provisionner une somme très importante pour servir des rentes futures, à tel point que certains assureurs, alors heureusement ça n'est pas le cas de tous, mais certains assureurs commencent, parce que ça coûte trop cher, à renoncer à sortir en rente et préfèrent verser un capital. Et donc on voit qu'il peut y avoir potentiellement des conséquences sociales, individuelles, relativement lourdes. Et par ailleurs, il y a une autre tendance que les comparateurs clairement alimentent, et je pense qu'elle est dommageable pour les assurés, c'est de concentrer la concurrence exclusivement sur le prix, au détriment de la qualité des garanties et de la qualité du service. Or, on sait bien que la tentation d'acheter son assurance moins chère est toujours très forte, particulièrement pour des personnes aux revenus moins élevés. Le risque, évidemment, c'est d'être moins couvert. Et malheureusement, d'une certaine manière, la loi Hamon, qui avait de bonnes intentions, contribue un petit peu à ce mouvement. Et puis, bien sûr, évidemment, ce sur quoi tous les assureurs aujourd'hui ont le regard braqué, c'est effectivement la question de l'ubérisation, pour reprendre le terme, qui peut être dans le secteur de l'assurance extrêmement violente. On ne sait pas exactement comment elle va apparaître. Est-ce que c'est l'intervention de l'un quelconque des GAFA, de Google par exemple, dans l'activité d'assurance? Peut-être, ils le font déjà ailleurs, au moins en faisant de la comparaison. Est-ce que c'est une start-up, il en existe déjà, Inspire par exemple, qui va développer de nouveaux modèles d'assurance, par exemple d'assurance communautaire, et complètement disrupter le marché? Est-ce qu'avec les objets connectés, ce sont des intervenants de l'économie classique, mais non assurantielle, qui, grâce aux objets connectés, vont avoir la capacité de collecter une infinité de données personnelles sur chacun, et donc d'être capable de concevoir des produits d'assurance extrêmement ciblés, adaptés, personnalisés, et de les tarifer de manière très segmentée? Tous ces scénarios sont possibles, et tous ces scénarios peuvent conduire à des transformations à la fois relativement rapides, relativement brutales, et extrêmement profonde du marché de l'assurance. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que que ce soit le changement des comportements des clients, les effets de la réglementation, les nouvelles technologies et leurs conséquences, c'est structurellement depuis de nombreuses années que ça imprègne les organisations, qu'il y a deux faits nouveaux probablement sur la période récente, les taux bas et la crise économique dans laquelle on est, qui contraignent plus fortement que précédemment les revenus des banquiers ou des assureurs. Après, très clairement dans la banque, à partir de 2008-2009 et l'annonce de la structure de la réglementation de Bâle III, on voit un certain nombre d'acteurs qui restructurent leurs activités avec un frein aussi, alors
qui répondait à une demande moins forte de crédit, mais une production de crédit qui a aussi été freinée sur cette période, et du coup une pression sur les revenus qui s'est traduite en pression sur les charges et donc sur les salariés. De deux ordres, je dirais, on le voit dans l'évolution des négociations annuelles, on le voit aussi avec des contraintes internes aux organisations en termes de productivité. Donc oui, il y a des effets qu'on mesure déjà et qu'on voit très clairement dans les entreprises, qu'il y a un coup d'accélération qui se fait sous pression de la concurrence, sous pression des clients, mais aussi sous pression des revenus qui baissent. Il ne faut pas se leurrer, derrière le digital, il y a la possibilité et la volonté d'améliorer ce qu'on appelle la relation client ou le service client, mais il y a aussi un potentiel d'économie qui est recherché et qui va être actionné. Il y a un point que vous avez évoqué dans la réglementation, c'est BAL 3, c'est notamment l'augmentation des fonds propres. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure qu'il y a un écart dans la perception des collaborateurs entre les très importants résultats faits par les banques et la faiblesse des enveloppes de négociations salariales. Il y a deux principes qu'il faut regarder. D'abord, c'est difficile d'imaginer longtemps pouvoir faire des progressions de frais généraux, y compris de masse salariale, supérieures à l'évolution du PNB. Parce que ce n'est pas un signe de bonne gestion. D'accord ? Jusqu'à présent, le PNB évoluait de façon assez positive dans les banques de l'ordre de 2 à 3%, en moyenne sur ces dernières années. D'accord ? Aujourd'hui, le PNB, il est au mieux stable, au pire, il baisse. D'accord ? Il ne baisse pas de 2%, mais il baisse sur l'année 2015, il va baisser entre 0,5 et 1%, et sur l'année 2016 et 2017, de l'ordre de 2%. D'accord ? Donc évidemment, on va avoir tendance, nous les dirigeants, c'est-à-dire les managers, à essayer d'ajuster la courbe de nos frais généraux, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas de façon progressive par rapport à l'évolution de notre PNB. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'épaisseur des résultats que nous faisons, et qui est importante, d'accord, qui est encore importante, elle sert à deux choses. Elle sert à renforcer les fonds propres, parce que la réglementation nous a obligés pratiquement à multiplier par 2 les fonds propres en lecture identique sur les 5 dernières années, multiplication par 2 des fonds propres des banques. Donc il a fallu aller chercher l'argent quelque part, notamment dans la capacité à pouvoir générer du résultat. Et le deuxième aspect, c'est que si nous ne faisons pas de résultats sur une année donnée, alors nous ne pouvons pas faire de crédit l'année suivante. Quand on fait une masse de résultats, on ne peut pas l'affecter, même en valeur relative, on ne peut pas l'affecter aux salariés. Elle est automatiquement affectée dans un premier temps à la protection de l'ensemble de la structure par les fonds propres, et dans un deuxième temps, et pour des volumes assez conséquents, à l'affectation de cette somme-là pour pouvoir faire du volume de crédit l'année suivante, parce que sinon nous ne pourrons faire que du crédit, qu'à du concurrence des remboursements que nous avons dans l'année. J'entends parler de taux bas, donc derrière cela aussi de concurrence à mort, puisqu'on est sur des prix qui sont proches du coût du refinancement de la BCE, c'est-à-dire on est à prix coûtant. Donc qui dit prix coûtant dit concurrence à mort, c'est ce qu'on explique à nos étudiants. Prix égal à coût marginal. À cela se rajoute le changement au niveau de la commercialisation des produits, de la relation clientèle, le numérique, l'ubérisation. Et tout cela, ça suppose quoi ? Ça suppose qu'on réagisse très vite, qu'on soit à la page. Donc, pour moi, en tant qu'universitaire, c'est un super challenge que de voir cette évolution. Alors, ce que vous avez dit, là, jusqu'à présent, je crois, on s'inscrit dans le court terme. On s'inscrit dans le court terme, ça veut dire qu'on n'a pas levé le nez du guidon, en quelque sorte. On est resté vraiment dans la gestion au quotidien, on a parlé de multicanal, etc., réseaux sociaux, tout ça est très, 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 très stimulant. Moi, je pense, en tant qu'universitaire, j'ai envie de faire une réflexion, parce que si on veut comprendre le futur, on doit voir le passé. Qu'est-ce qu'on avait jusqu'aux années 80 ? On a développé une activité d'intermédiation classique, on a fait de la bonne vieille banque, de la bonne vieille assurance, centrée sur le cœur de métier. Sont arrivées les années 80, avec quand même cette chose qui est très très importante, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est la déréglementation, ce Big Bang, qui a modifié considérablement les métiers de la finance, qui a développé cette banque universelle, qui a développé énormément, qui a libéré les forces, en quelque sorte. Et donc, depuis, on a parlé d'évolution de modèle.
Aujourd'hui, nous sommes à ce stade. Nous sommes à ce stade. Et nous sommes effectivement en train de négocier un virage considérable. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit continuer comme ça, avec cette vision unilatérale, purement shareholders, purement actionnariale, ou est-ce qu'on va essayer de travailler un peu coopératif? Est-ce qu'on va évoluer vers un modèle stakeholders, c'est-à-dire partie prenante? J'ai entendu le mot ce matin et je le reprends à mon compte. Je pense qu'il est temps de réfléchir sur cette ouverture de modèle. Il est temps d'avoir disons, un débat un peu plus ouvert. Pourquoi? Parce que on parlait de pérennité. Je pense très franchement que ce modèle est intenable. Il ne pourra pas résister et continuer durant ce XXIe siècle. Moi, ma conviction en la matière, c'est quoi? C'est d'une part, j'ai essayé de décrire tout à l'heure un certain nombre de défis auxquels le secteur de l'assurance va être confronté et qui sont des défis, à proprement parler, gigantesques. Ça veut dire d'abord qu'il nous faut impérativement changer complètement nos manières de faire et être capable de retrouver ce que nous avons tous perdu depuis très longtemps, de la souplesse, de l'agilité, de la faculté, de la capacité d'adaptation. D'une certaine manière, il y a un peu de darwinisme là-dedans. C'est-à-dire que ce ne sont pas les plus gros qui comment dirais-je, survivent. Ce sont les plus agiles. Ce sont ceux qui ont une capacité d'adaptation. Il faut que nous réapprenions ça. Pour ce qui me concerne, à la Maïf, c'est la raison pour laquelle nous investissons dans un certain nombre de start-up qui constituent autour de la Maïf un écosystème duquel nous apprenons, grâce auquel nous apprenons précisément à essayer de redevenir innovants, agiles, etc. Ça, c'est la première modification, c'est, j'allais dire, la plus évidente. La seconde, et je rebondis sur ce que vous disiez, les nouvelles générations n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement, notamment dans l'entreprise, et n'ont pas le même rapport à l'autorité, n'ont pas le même rapport à la verticalité, à la hiérarchie que des générations précédentes. Et pour des raisons également, comment dirais-je, de symétrie entre le fonctionnement interne de l'entreprise et son fonctionnement externe, sa relation client, face à des clients qui ont de plus en plus d'exigences, qui ont de plus en plus d'attentes, qui veulent de plus en plus un service personnalisé, une relation riche, une relation de qualité, une relation de confiance. On ne peut pas, dans la relation client, être générateur de confiance, avoir une relation un petit peu riche, si en interne, dans notre management, nous ne sommes pas capables d'insuffler de la confiance. On ne peut pas attendre une relation client qui soit de qualité. On ne peut pas demander à nos conseillers dans nos agences ou à nos téléconseillers au téléphone d'avoir une relation riche avec nos sociétaires ou nos clients, nos assurés ou nos clients bancaires, si eux-mêmes ne sont pas dans la relation avec l'entreprise. Et je pense que le grand défi pour les entreprises que nous représentons, c'est d'être capable d'avoir cette double mutation. Cette première mutation vers, et les deux d'ailleurs sont liés, cette première mutation vers, oui, plus de souplesse, plus d'innovation, plus d'agilité, plus de capacité à s'adapter à un monde qui bouge à une vitesse complètement folle et que nous n'avons jamais connue, et d'autre part, la capacité à faire de nos entreprises non pas évidemment des lieux d'aliénation, mais au contraire des lieux d'épanouissement, pour que nos salariés s'y épanouissent effectivement et s'y réalisent, et par symétrie, soient capables de donner à nos clients, nos assurés, nos sociétaires, une relation qui soit riche de qualité et qui permettra peut-être seulement, mais qui permettra peut-être d'éviter l'intermédiation par d'autres acteurs, parce que nos sociétaires, nos assurés, nos clients trouveront chez nous une relation de confiance qui va permettre de les fidéliser. En fait, M. de Marignan vient de la définir, cette finance durable, puisque vous parliez de flexibilité. Effectivement, c'est un modèle flexible. Alors, pour être plus précis, je vais donner quelques caractéristiques générales. C'est d'abord essayer de sortir du court-termisme. Le court-termisme, cette vision de modèle à court terme, basée sur les excès en matière de revenus, les effets de levier élevés, qui dépassent, je dirais, l'entendement. C'est aussi la question très importante qui se pose aux autorités monétaires, celle de l'aléa moral, de la prise en otage des banques centrales par les banques commerciales. C'est-à-dire
que ces grandes banques qui ne peuvent pas faire faillite sont obligées d'exiger du prêteur en dernier ressort, de la Banque centrale, de les alimenter en liquidité. Ceci est intenable, ce n'est pas soutenable. Donc ce qui est soutenable, ce qui est durable, c'est le contraire de tout cela. Michel Levasseur, qui est professeur émérite aujourd'hui, disait « J'ai commis une erreur. J'ai expliqué à des générations entières comment on crée de la valeur. Et c'était faux. En fait, je leur expliquais comment s'approprier de la valeur et non pas comment la créer. Parce que la vraie création de valeur, c'est multiforme, c'est partie prenante, c'est moi, en tant qu'actionnaire, je gagne, bien sûr, c'est légitime, j'avance des sous, mais aussi, je pense aux salariés, je pense aux consommateurs, aux clients, je pense à respecter la réglementation mise en place, etc. Donc, c'est une affaire multipartie, si je puis dire. Et alors, juste je finirai là-dessus, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. En tant que chercheur, je peux en témoigner. Nous avons mis en place des indicateurs de performance durable. C'est opérationnel aujourd'hui. On a des prototypes et on sait la mesurer, cette performance durable. Je m'excuse, mais j'ai un peu peur que le propos que vous tenez, il est un peu stéréotypé. D'abord, quand vous dites la finance shareholders, plus de 60% de la finance en France est organisée au travers de banques coopératives, dont le capital est détenu par les clients. Et dont le résultat est systématiquement mis en réserve, et cette réserve n'est pas appréhendable par qui que ce soit. C'est-à-dire qu'elle est intergénérationnelle. C'est-à-dire que nous avons le système bancaire en France le plus solide en matière de finances durables qui existe partout dans le monde. Non, moi je vous parle de la finance en France et de la problématique de la recherche de la CFDT dans l'explication de texte que ce que peut être le modèle bancaire français et assureur, tel qu'il peut évoluer dans les années à venir par rapport à la problématique du dialogue social. On est bien sur une répartition, que ce soit au travers du modèle coopératif ou au travers du modèle classique, sur une répartition qui retourne plutôt assez volontiers sur le territoire français. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, vous vantez la RSE. Alors, je suis une des banques labellisées Lucie, je sais ce que c'est que la RSE. Il y a un cercle vertueux sur lequel nous sommes totalement branchés. Et les banques de la place, ici, sur la région Loire-Atlantique, sont en train de fabriquer une offre pour pouvoir permettre à nos clients de pouvoir nous mettre dans une trajectoire RSE. Donc, on est bien dans cette finance durable, d'accord ? Et on y est déjà depuis plusieurs années. Et le sujet qui est important aujourd'hui, c'est que les critères sur lesquels nous sommes sont en train de bouger d'une façon tellement forte que nous sommes en train nous-mêmes, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le management est un peu paumé devant tout ce qui se passe. Moi, j'ai vu l'accélération du phénomène de transformation de notre business bancaire sur l'année 2013. Vous voyez, c'est pas vieux. Il y a eu une accélération très très forte. Tout à l'heure, vous disiez il y a eu une déréglementation très forte dans les années 80. C'était exactement en 84 avec Pierre Bérégovoy. D'accord ? Bon. Oui, 84-85, avec Pierre Bérégovoy qui a supprimé la réglementation des changes et l'intermédiation bancaire. Et il a fait exploser le système. Mais on arrive aujourd'hui à la fin de la capacité des banques à pouvoir compenser le manque à gagner sur les marges d'intérêt que l'on avait jusque dans les années 80. On a fini de pouvoir le compenser avec le développement des commissions. Aujourd'hui, on est sur un équilibre pas très équilibré, on est à 55-45, mais on ne peut plus aujourd'hui nous reposer sur une croissance supposée parce que la marge d'intérêt c'est fini et les commissions c'est terminé. Le jeu est fini. Et donc, on est dans le deleverage, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir maintenant qu'on réatterrisse. C'est-à-dire qu'on va avoir des revenus moins importants, le PNB des banques va baisser, il va baisser durablement, et donc nous allons devoir ajuster à la baisse la façon dont nous fonctionnons avec nos prestataires, avec nos fournisseurs généraux et avec notre masse salariale en global et donc nos collaborateurs. Nous allons, et d'ailleurs ça a démarré déjà depuis 2 ou 3 ans, les banques ne sont plus en renouvellement net d'effectifs sur l'ensemble du secteur bancaire parce qu'on commence finalement à ne pas renouveler autant que les départs à la retraite. Oui, alors moi je voulais réagir sur le système bancaire français. Il y a quand même 2 grands réseaux dits coopératifs qui sont pour partie démutualisés. Est-il durable ? Vous dites qu'aucune banque française n'a pris le bouillon, mais elles ont quand même dû être largement soutenues
par l'État, par la Banque centrale au plus profond de la crise. Il me semble que, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, on a dû rapprocher de grands réseaux mutualistes pour éviter une catastrophe financière. Donc moi, je relativiserai beaucoup ce propos-là. Fondamentalement, ce qui rapproche aussi, y compris les réseaux mutualistes, des autres banques capitalistiques, c'est que les dirigeants sont quand même principalement intéressés à une création de valeur pour l'actionnaire, ou en tout cas, leurs rémunérations sont associées, quand il n'y a pas d'actionnaire, à des niveaux de rentabilité et ainsi de suite. Et de ce point de vue-là, ce matin, à l'atelier auquel j'assistais, j'entendais des représentants syndicaux dire, finalement, depuis 2007-2008, rien n'a changé, ou très peu de choses ont changé. Et pour aller ensuite sur le dialogue social, dans le rien n'a changé, c'est aussi la façon dont sont pensées les organisations, sont réfléchies et mises en œuvre les restructurations, où on est encore beaucoup, moi pour avoir vu certaines organisations du secteur bancaire ou assurantiel, sur quelque chose de descendant, dans lequel les représentants du personnel, ou sous d'autres formes plus participatives peut-être et plus larges de dialogue avec l'ensemble des salariés, eh bien, finalement il n'y a pas d'association pour construire les modèles de demain. Moi je dirais volontiers deux choses. La première, c'est que, j'allais dire d'une certaine manière, les entreprises que nous représentons, que ce soit les banques, que ce soit les assureurs, que ce soit d'ailleurs sous forme de sociétés traditionnelles ou de mutuelles, peu importe, et les salariés et leurs représentants, nous sommes du même côté de l'ubérisation. Et ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. On a un peu trop tendance, peut-être, à rester dans un schéma relativement traditionnel, j'allais presque dire de confrontation, ou en tout cas de dialogue, mais avec des points de vue évidemment différents. On est aujourd'hui à un rendez-vous particulièrement important, et on est du même côté de ce rendez-vous. L'ubérisation va nous toucher, et va nous toucher tous. Elle va toucher évidemment les entreprises dans leur modèle économique, et parfois même dans leur pérennité. Elle va toucher aussi le monde salarié, elle va toucher le code du travail tout simplement. Lorsque l'on voit des entreprises qui, et prenons le cas d'Uber, qu'est-ce que ça pose comme problème? Bien sûr, ça remet en cause le modèle économique des concurrents d'Uber, des compagnies de taxi, etc. Mais ça remet en cause aussi tout simplement des décennies de droit du travail. Ça remet en cause tout simplement le financement de la sécurité sociale et le financement de l'État. C'est de ça dont on parle. Et je crois que de ce point de vue-là, nous sommes tous, encore une fois, du même côté de l'ubérisation. La deuxième chose, il faut que l'on modifie assez radicalement nos modes managériaux et que notre management repose infiniment plus sur la confiance, sur l'autonomie, sur les marges de manœuvre laissées à nos salariés. Il y a aussi une place à redéfinir pour les partenaires sociaux. Moi, je dirige une entreprise, la Maïf, qui s'est lancée depuis déjà quelque temps, effectivement, de manière très résolue, dans des modalités nouvelles de management par la confiance, dans laquelle il y a tout un tas d'initiatives locales prises par les salariés eux-mêmes sur l'organisation de leur travail, l'organisation des conditions de leur travail, mais le contenu même de leur travail, et c'est eux qui sont à l'origine de ces initiatives. Ça oblige à redéfinir la place des partenaires sociaux, quel est le rôle, la place et le mode de fonctionnement que vous devez avoir, vous, organisation syndicale, dans le cadre d'une entreprise qui est moins hiérarchique, moins autoritaire, moins verticale, et dans le cadre de relations sociales qui sont de nature différente. Et c'est une vraie question, je pense, qui se pose à vous. Pardon de vous interpeller comme ça, mais je crois que c'est vraiment un sujet auquel il faut que l'on réfléchisse ensemble. Ce changement, comme vous dites, horizontal, dans l'organisation du travail, fait appel par conséquent au changement d'appréciation des critères de performance. Bien sûr. On est bien d'accord. Bien sûr. Donc la performance ne sera plus simplement une performance, absolument, on va dire le mot, allez, financière. Exactement. Uniquement. Exactement. Et aussi non financière. Pour moi, comment comptez-vous
entreprendre ce changement? Voilà, on est dans le cœur du débat. On est complètement dans le cœur du débat et nous l'avons déjà entrepris de manière concrète, même si c'est pour l'instant partiel dans l'entreprise. Pour moi, il y a 3 changements fondamentaux dans l'évaluation de la performance. Le premier changement fondamental, c'est que la fixation des objectifs, pour être très, très concret, ça n'est pas quelque chose qui doit être vertical et descendant. C'est quelque chose qui doit partir de la base et qui doit faire l'objet d'un dialogue et d'une contractualisation. On l'a mis dans un département qui compte quand même 350 personnes, donc c'est pas complètement négligeable, c'est une première expérimentation. Et effectivement, on a instauré, et c'est vraiment à l'origine les collaborateurs de ce département qui ont pris cette initiative, qui ont fait cette proposition, et qui ont instauré un mode de fixation des objectifs qui soit non plus descendant, mais qui soit totalement contractualisé. Et qui soit même à l'origine ascendant, c'est-à-dire que c'est eux, au départ, qui ont dit voilà les objectifs que l'on peut raisonnablement se fixer, compte tenu d'un certain nombre, compte tenu de la connaissance concrète de terrain que nous avons de la manière d'exercer le métier. Donc premier élément de réponse, on ne fixe plus les objectifs de la même manière. Deuxième élément de réponse, la nature même des objectifs doit complètement évoluer. Et on ne doit pas être sur des objectifs exclusivement, ni même principalement quantitatifs, mais sur des objectifs partiellement, voire majoritairement qualitatifs. Par exemple, des objectifs mesurant la satisfaction client, mais y compris aussi, moi j'ai instauré à la Maïf un système que l'on appelle désormais le triptyque. Le triptyque, c'est quoi? Le triptyque, c'est que chaque décision doit être évaluée en fonction de trois critères, de 3 séries de critères. Quel est l'impact de la décision sur l'amélioration ou pas de la satisfaction du client? Quel est l'impact sur l'amélioration ou pas du bien-être des collaborateurs et de leur adhésion à la stratégie de l'entreprise? Quel est l'impact sur l'amélioration ou pas de la performance de l'entreprise? Et ces critères sont évalués à égalité, à parité. Il n'y a pas de critères, la performance de l'entreprise ne prévaut pas sur les 2 autres. Et puis, troisième évolution que j'essaye de promouvoir également dans l'entreprise et qui, je crois, est une piste importante. Non seulement les objectifs, le mode de fixation doit évoluer, non seulement leur nature doit évoluer, mais pour moi, des objectifs doivent être sanctionnés, entre guillemets, positivement en cas d'atteinte, non pas individuellement, mais collectivement. Un exemple à la Maïf, j'ai instauré avec les partenaires sociaux, il y a déjà quelques années, une prime collective pour aujourd'hui l'ensemble des collaborateurs du réseau, demain l'ensemble des collaborateurs de la Maïf, siège social inclus, les 7000 collaborateurs. Cette prime, c'est une prime collective qui repose sur l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs selon le triptyque, évidemment, pas seulement des objectifs de performance, mais aussi de satisfaction des clients, mais aussi de climat social. Et selon l'atteinte de ces objectifs, effectivement, il y a le versement d'un certain montant de primes. Cette prime, par entité de travail, par filière, par département, peu importe, elle est versée de manière totalement identique, le montant est identique, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, à l'intérieur d'une collectivité de travail. Voilà.